Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler foot cette fois-ci. On va essayer d'aborder deux petits sujets que je trouve assez litigieux, on va dire. Le premier, c'est donc le Ballon d'Or, ce classement du Ballon d'Or qui est sorti du coup hier, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Et puis ensuite, nous allons parler du classique qui a eu lieu 1 heure avant la cérémonie du Ballon d'Or. Et match sur lequel il y a quand même quelques petits enseignements et quelques petites choses à dire. Donc voilà, on va commencer par le Ballon d'Or. C'est parti. Donc oui, on a eu cette cérémonie du Ballon d'Or hier soir au Châtelet. Que dire de cette cérémonie? Il y a eu pas mal de petites polémiques. On va en parler. Pour moi, le classement est scandaleux, honnêtement. Le top 30 est scandaleux. Et on va commencer par dire que, de base, je n'étais pas fan de ce top 30. Je sentais qu'il y avait quelques personnes qui avaient été oubliées, quelques joueurs qui avaient été oubliés, notamment 2 joueurs parisiens qui sont Marquinhos et Pacho. Pour moi, au moins Pacho devait faire partie de la liste. Mais je dis bien au moins parce que Marquinhos a fait une saison exceptionnelle. Même Barcola avec les stats et l'impact qu'il a eu sur le PSG pouvait même prétendre aussi à une place dans le top 30. Mais je pense qu'au moins Pacho devait y être. Ensuite, pour moi, au moment où la nomination des 30 a eu lieu, je sentais que Vinicius Junior ne méritait pas d'être dans les 30. Je pense qu'il avait fait une saison exceptionnelle l'an passé, où il méritait le Ballon d'Or. Il ne l'a pas eu. On a vu d'ailleurs ce fameux tweet dans lequel il dit qu'il va faire 10 fois plus pour montrer qu'il le méritait. Et malheureusement, pour moi, cette saison, il ne méritait pas d'être dans ces 30. Il a quelques bonnes stats, d'ailleurs il s'affiche à l'écran, mais je trouve qu'il a perdu tout l'impact qu'il avait sur le Real depuis l'arrivée d'Mbappé. Je pense qu'Mbappé a pris ce rôle, naturel ou pas, je ne sais pas, de leader, on va dire, d'attaque. Et Vinicius s'est mis au 2e rang. Et même si les stats sont plutôt bonnes, je pense qu'il n'a pas eu l'impact nécessaire pour mener le Real à la victoire. D'ailleurs, on a vu que le Real a fait une saison blanche, bon, sauf si tu te demandes à Mbappé, mais en tout cas, ils n'ont pas gagné beaucoup de trophées importants. Et c'est aussi dû au fait que Vinicius n'était pas au niveau l'année dernière. Donc, pour moi, le voir dans ce top 30 et en plus le voir 16e, je ne comprends pas. Je pense que c'est dû au fait que la plupart des joueurs qui se classent derrière lui n'ont reçu aucun vote, parce que sinon il faudra m'expliquer honnêtement ce qui fait 16e de ce Ballon d'Or. Ensuite, nous avons le cas Olysée. Pour moi, Olysée fait une saison magnifique. Il a été hyper impactant au Bayern. Il a fait de très bonnes stats qui s'affichent encore une fois à l'écran. Il a 43 contributions de buts en 55 matchs. Donc les stats, il les a. L'impact sur l'équipe, elle est là aussi. Parce que c'était quand même le joueur majeur avec Kane, on va dire. Il se partageait un petit peu cette vedette-là. Et je pense que c'était le joueur le plus important du Bayern la saison dernière. Et le Bayern n'aurait pas fait une belle saison, parce que le Bayern fait quand même une belle saison, si Olysée n'avait pas été là. Et Olysée, s'il se retrouve dernier, je pense que c'est parce qu'il n'a reçu aucun vote. Mais du coup, je pense qu'il faut changer cette façon de faire le classement. Il faudrait que les votants votent et fassent un classement entier, du premier jusqu'au dernier, parce que s'ils font que le classement pour les 10 premiers, eh bien évidemment, ça va fausser le reste du classement. Donc oui, on a Vini qui pour moi n'est pas du tout à sa place, on a Olysée qui devrait être beaucoup plus haut, mais il y en a 2 autres qui pour moi ne méritent pas du tout leur place, et ce sont Pedri et Cole Palmer. Pour moi, Pedri 11e, c'est peut-être le plus gros scandale de ce classement. Et je pense que le classement de Pedri touche une corde sensible de ce classement Ballon d'Or et met en lumière surtout une problématique qu'on a quasiment tous les ans, et c'est que si tu n'es pas attaquant, tu n'as quasiment plus ta chance d'être haut classé au Ballon d'Or. Évidemment, on a Rodri la saison dernière qui fait exception à la règle, mais justement, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que Pedri, il n'a pas forcément les stats d'un milieu de terrain offensif ou d'un attaquant, mais le Barça n'est pas du tout le même si Pedri n'est pas là. La saison qui nous pond est totalement stratosphérique. Rafinha et Yamal n'auraient pas pu faire les saisons qu'ils ont faites sans l'aide de Pedri.
Pedri, c'était clairement le moteur du Barça, celui qui était là à la récupération, à la relance, il faisait des passes, il a des chiffres incroyables en plus en termes d'actions créées et d'actions dangereuses créées. Ce joueur méritait pour moi d'être dans ce top 10 et je pense assez haut dans ce top 10. Et puis, Palmer. Je veux s'il vous plaît que quelqu'un m'explique ce qu'a fait Palmer d'exceptionnel cette année. Pour moi, il n'a qu'une chose à son avantage, c'est qu'il a gagné la Coupe du Monde des clubs en étant important pour son équipe et en ayant marqué. Mais sinon, Chelsea ne fait pas une saison exceptionnelle en PL. En Coupe d'Europe, franchement, il ne rencontre quasiment aucun grand. Et puis même en Coupe du Monde des clubs, ils ont eu plutôt des matchs abordables. Et oui, ils ont cette chance de jouer après la finale face à un PSG qui est déjà au bout, qui est complètement fatigué, et de leur mettre un 3-0. Mais sinon, donc le fait qu'il y ait Palmer dans ce top 10 et pas Pedri, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Et puis dernière chose que je trouve, cette fois-ci c'est pas scandaleux, mais cette fois-ci c'est un peu dommage je trouve, c'est que Hakimi ne fasse pas partie du top 5. Et je ne parle même pas en tant que supporter parisien, c'est vraiment en termes de jeu et d'importance et de dépassement de fonction. Je pense que la saison d'Hakimi en tant que latéral droit est l'une des meilleures saisons qu'un latéral droit ait fait dans ces dernières années, honnêtement. Et c'est vrai que c'est dur d'enlever un des 5 qui sont au-dessus, parce que nous avons du coup Dembélé en premier, on a Yamal, on a Vitinha, on a Salah, et puis Rafinha. Ce sont 5 joueurs qui ont fait des saisons aberrantes. Mais je trouve quand même un petit peu dommage, ça aurait été vraiment mérité d'être dans ce top 5, et en tant que défenseur, je pense que ça aurait été un beau message. Mais bon, on va quand même finir sur une petite note positive par rapport à ce Ballon d'Or, et c'est évidemment que le joueur qui a gagné est Ousmane Dembélé. Wow. Évidemment pour Ousmane, c'est totalement mérité, je suis extrêmement content que ce soit lui qui gagne, parce qu'il a l'air d'être une personne tout simplement géniale. Ça a été un joueur exceptionnel cette saison, je ne sais pas s'il réussira à refaire une saison comme ça dans sa carrière, je l'espère, je le souhaite. Mais je pense que ça va être difficile, notamment parce qu'après une saison comme celle-ci, les défenseurs vont être beaucoup plus à l'affût, ils vont être beaucoup plus au courant de son style, de son pressing, de sa façon de dribbler, de marquer. Donc ça va être un petit peu plus dur, je pense, cette saison. Mais par contre, la saison dernière, pour moi, ça a été le meilleur attaquant d'Europe. Et je trouve ça bien aussi qu'il soit récompensé parce qu'il n'a pas été bon que dans les stats. C'est vrai que c'est sa meilleure saison, c'est sa saison la plus prolifique en termes de buts. Mais je pense qu'il a été aussi récompensé par tout le travail de l'ombre, même si c'était plus dans l'ombre à la fin, tout le monde le voyait, tout le monde était au courant, mais son pressing, son acharnement sur les défenseurs, sur les gardiens, le fait qu'il aide vraiment une équipe et qu'il soit fondu dans le collectif, qu'il ne joue pas comme une individualité, je pense que ça aussi ça a été vraiment apprécié et c'est bien aussi de le mettre en valeur avec une récompense individuelle comme celle-ci. Du coup voilà, extrêmement content pour lui. C'est totalement mérité. Yamal n'aurait pas démérité, honnêtement. J'apprécie énormément le joueur qu'il est. Mais je pense que cette saison, il lui manquait quand même les trophées. Parce que peut-être qu'en termes de pure individualité, Yamal est meilleur. Je pense. Et je pense qu'on sera beaucoup à le dire. Mais malheureusement, il lui manque ce petit truc en plus, ce petit step, qui est le fait d'avoir gagné un trophée important, un trophée continental comme la Champions League. Et surtout le fait de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde des clubs, je pense que ça lui a un petit peu desservi, alors que Paris est allé jusqu'en finale. Donc voilà, Yamal n'aurait pas démérité, mais Dembélé mérite tout autant, et je suis très content pour lui. Évidemment, en tant que Français, en tant que supporter parisien, c'est tout simplement génial. En plus, on a eu aussi Luis Enrique qui a été choisi comme meilleur entraîneur de la saison, totalement mérité, et puis le PSG, meilleure équipe de la saison, totalement mérité. Maintenant, passons à un autre sujet qui fâche. Le classique. Bon, pour commencer, je ne vais pas parler de toute la polémique qu'il y a eu par rapport au décalage du match, par rapport à l'heure à laquelle il a été joué, par rapport au jour pendant lequel il a été joué. Je pense que beaucoup de gens en ont déjà assez parlé et tout le monde est assez unanime pour dire que Paris avait ses raisons pour vouloir décaler encore un peu plus le match
Et Marseille, évidemment, avait aussi ses raisons pour ne pas vouloir redécaler le match et de le jouer lundi à cette heure-là, du coup à 20h. Évidemment, qu'il y avait une partie d'intox, une partie de je veux rentrer dans la tête des Parisiens, je veux un petit peu les bousculer, les faire chier. Évidemment qu'il y a un petit peu de ça, c'est un classique, c'est normal. Donc pour moi, il n'y a pas de polémique, la règle a été appliquée. Paris a essayé de négocier, ça n'a pas marché. Marseille a joué son jeu, c'est normal. Maintenant, pour parler du match, je ne vais pas faire un débrief extensif, technique, peu importe. Je veux juste parler un petit peu de mon ressenti. Je sens honnêtement que c'était un match assez bizarre. Alors, il y a énormément de conditions qui affectent ce match, notamment du coup le fait qu'il y ait la cérémonie de Ballon d'Or au même moment, qu'il y ait quelques Parisiens qui soient à la cérémonie et qui ne participent pas au match. Il y avait aussi Nasser Al-Khelaifi qui était à la cérémonie et pas au match. Le fait que le match ait été décalé d'une journée aussi, ça joue sur la prépa, ça joue sur que ce soit la prépa physique ou la prépa mentale, ça joue. Le fait que les joueurs parisiens ont dû aller à Marseille, revenir à Paris et le lendemain repartir à Marseille pour le match, puis revenir le soir, je pense que c'est quelque chose qui joue aussi un petit peu dans les organismes. Évidemment, le fait qu'on n'ait pas l'effectif au complet, et quand je dis on, c'est Paris, je pense que ça joue aussi, même si ce n'est pas une excuse, parce qu'on a vu face à l'Atalanta qu'avec une équipe remaniée et avec quelques absents, on avait quasiment les mêmes absents, et bien normalement t'es censé quand même faire le taf. En plus, quand tu compares l'effectif parisien à l'effectif marseillais, même avec tous les absents, t'es censé quand même gagner ce match, ou au moins mieux jouer. Donc pour moi, l'excuse de l'absence des joueurs n'est pas totalement d'actualité. Par contre, l'excuse du trajet, du fait de changer l'heure, du fait de changer le jour, du fait d'avoir les têtes un petit peu ailleurs aussi, je pense que ça, oui, ça peut jouer. Et puis Marseille a parfaitement joué le jeu, ils étaient à la maison, ils avaient l'ambiance, ils avaient le stade avec eux, ils s'en foutaient complètement du Ballon d'Or, ils étaient en mode, nous, on est là pour jouer, on est là pour gagner, on va profiter d'ailleurs du fait que vous soyez un petit peu ailleurs dans vos têtes, qu'il vous manque des joueurs, et ils l'ont parfaitement fait. Ils ont eu beaucoup d'intensité, ils ont mis beaucoup d'intensité dès le début de match, ça se voyait qu'ils n'étaient pas là pour faire figuration. Donc oui, ils ont mis pas mal d'intensité dès le début. Il y avait pas mal de pressing. D'ailleurs, Paris a eu beaucoup de mal à sortir un peu du pressing marseillais, ce qui est assez étonnant. Mais ça veut dire aussi que le pressing était très bien fait de la part de Marseille. Et puis ils étaient là dans les duels, ils étaient là dans l'énergie. Marseille, ça se voyait que c'était un match important pour eux. Déjà pour casser cette série de non-victoires à la maison, qui datait de, il me semble, 14 ans. Déjà pour s'enlever ce poids des épaules, et ensuite tout simplement parce que le début de saison marseillais n'est pas exactement celui qu'on espérait. Ils avaient certes déjà 2 victoires, mais c'est 2 victoires face à 2 promus, donc c'est un petit peu le minimum pour un club comme Marseille, surtout avec le recrutement qu'ils ont eu. Et après la défaite face au Real, je pense qu'ils avaient aussi besoin de se remettre en confiance et de se dire, les gars, on a quand même une bonne équipe, on a quand même un bon effectif, on est censé peut-être pas jouer le titre dès cette saison contre Paris, mais au moins assurer le top 2. Donc les gars, on doit prendre les 3 points. Donc je pense que Marseille était vraiment rentré dans le match avec une bonne mentalité, avec un bon état d'esprit. Ils sont un petit peu rentrés dans la tête des Parisiens aussi, on les voyait d'ailleurs se chauffer assez souvent, notamment Hakimi, notamment Kvaratskhelia. C'était assez tendu. Et ça d'ailleurs on l'aime bien pendant les classiques. Moi personnellement je suis un petit peu friand de ça. J'aime bien quand les classiques sont chauds. On a besoin aussi de ça en France. Et puis même techniquement, Marseille a été assez propre. Je les ai trouvés plutôt bons. Ils ont été très bons défensivement. Ils ont eu un bloc défensif assez bas. Ils avaient une ligne défensive de 5 qui a assez bien marché, qui nous a beaucoup perturbés. On n'arrivait pas à être créatif, on n'arrivait pas à créer beaucoup d'espace. On avait eu beaucoup de mal aussi à trouver Ramos, qui a malheureusement été un petit fantôme encore une fois aujourd'hui. Et donc personnellement, c'est pas un match que je vais vraiment compter pour la suite en tant que Parisien. Je pense que pour Paris, c'est un match un petit peu à part. Il y avait, comme je l'ai dit, beaucoup de conditions assez particulières pour ce match. Donc je ne pense pas qu'il faut tirer beaucoup de conclusions de ce match. Par contre, c'est une petite piqûre de rappel quand même pour Paris, pour se dire, le mental, il faut qu'il soit là quand même. Même si on a une équipe qui est physiquement en train de prendre quelques forces, même si on a une équipe qui, techniquement, et sera toujours présente, il faut aussi que dans les têtes ça suive. Si tu es un petit peu distrait, si tu n'es pas totalement concentré dans ton match, tu peux perdre contre n'importe qui.
Donc pour Paris, c'est bien que ça arrive aussi dès le début de la saison, qu'on remette un petit peu d'ordre dans tout ça. Petit à petit, on va récupérer aussi nos blessés. Normalement, Doué devrait revenir dans à peu près 2 semaines, Dembélé dans 1 mois. Donc ça aussi, ça va faire un petit peu de bien, pour la rotation notamment. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça pour la suite. Après, si c'est un fait qui devient un petit peu récurrent, là oui, on pourra se poser des questions. Mais pour l'instant, je pense que ça va. En plus, avec tout ça, Marseille se repositionne plutôt bien au classement. Ils sont maintenant à 3 victoires, à 9 points, et ils passent du coup maintenant 9e, avant leur match de vendredi contre Strasbourg, qui va aussi être fondamental pour ce classement. Et pour continuer à se mettre en confiance. Paris du coup perd son invincibilité du début de saison, c'était la seule équipe qui restait invincible jusqu'à maintenant. Bon, ça honnêtement c'est pas hyper grave. On passe 2e d'ailleurs je crois à cause de la différence de but, il me semble que c'est Monaco maintenant qui est premier. Et on est à égalité avec Lyon et justement Strasbourg. Donc voilà, va falloir vite se remettre dans le bain face à Auxerre ce week-end. Et puis, ça peut aussi donner quelques petites ailes à d'autres équipes qui ont vu comment a joué Marseille, comment ils ont entamé ce match, le style de jeu qu'ils ont eu. Et peut-être que ça va encourager d'autres équipes à tenter un petit peu ce coup-là, à vouloir secouer un petit peu Paris dans la tête et dans l'intensité, dans le physique. Et peut-être que le championnat n'est finalement pas gagné d'avance, comme on pensait tous. Parce que oui, Paris va avoir un petit peu de mal physiquement cette année, tout au long de l'année, à cause de cette préparation physique qui n'a pas pu vraiment avoir lieu. Dembélé, maintenant c'est confirmé, va devoir digérer ce ballon d'or, va devoir assumer un nouveau statut. Puis la petite hécatombe de blessés, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc une saison, on le sait, c'est super long. Et pourquoi pas avoir une petite surprise cette année. Alors une petite surprise ne serait pas forcément que Paris ne gagne pas le championnat, mais pour moi, si Paris gagne le championnat avec 2 ou 3 points d'avance, maintenant ça ne me surprendrait pas tant que ça. Parce que je vois Marseille revenir pas mal après ce début de saison assez compliqué dans la course au titre. Et il ne faut jamais écarter les équipes comme Lyon, comme Monaco, même Rennes ou Lille. On ne le sait jamais. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je voulais quand même aborder ces 2 petits sujets parce que je trouvais ça quand même important. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Mais évidemment, vous pouvez m'aider en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao.